Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée Les lois de la nature. Dans cette intervention, nous sommes intéressés à la question du réalisme scientifique. Les entités postulées par les théories scientifiques existent-elles réellement dans le monde, indépendamment de notre façon de le concevoir? Être réaliste est une chose, mais cela ne nous dit pas de quoi est exactement fait le réel, ou comme les expérimentent certains, quel est le mobilier du monde. C'est-à-dire finalement comment interpréter le contenu de nos théories. Cette question est de l'ordre de la métaphysique, en particulier de l'ontologie, l'étude de l'être. Une question métaphysique. On peut dégager plusieurs grandes catégories d'entités qui peuvent prétendre appartenir au fondement du monde: les objets, les probabilités et les relations, les événements, les processus, l'espace et le temps. Le rôle de la métaphysique est de décider ce que recouvrer ces catégories, comment identifie-t-on les entités correspondantes. Comment les caractériser? Sont-elles concrètes, abstraites, universelles ou particulières? Quel rapport de nécessité de composition entièrement ont-elles? Certaines de ces catégories se réduisent-elles à d'autres? Par exemple, l'espace-temps a des relations ou les objets à des regroupements de propriétés ou des événements. Il s'agit donc en quelque sorte de forger les outils conceptuels que nous permettent d'appréhender le monde. Bien sûr, si on est anti-réaliste, on peut très bien ne voir que deux concepts. Nous nous intéressons peut-être dans une prochaine intervention à ce type de questions qui soulèvent certains problèmes méritants qu'on s'y attarde, notamment quand il s'agit d'interpréter la physique moderne. Mais aujourd'hui, on souhaitait aborder un autre sujet connexe qui concerne des éléments jouant un rôle central dans nos théories physiques, les lois de la nature. Le réalisme scientifique repose en grande partie sur l'idée que la science permet d'expliquer les phénomènes du monde. Or, il se trouve que la plupart des explications scientifiques reposent sur des lois ou expliquent la réflexion de son image dans un miroir par les lois de l'optique, par exemple. Mais alors, qu'est-ce qu'une loi de la nature? Qu'est-ce qu'une loi de la nature? Le terme de loi fait évidemment penser à l'idée d'un législateur divin qui aurait posé un certain nombre de décrets au moment de la création du monde. La vitesse de la lumière qui ne dépassera point. C'est d'ailleurs ainsi que certains auteurs, comme Pascal, concevaient les choses. Mais sans forcément entrer dans la théologie, on peut déjà attacher plusieurs aspects à la notion de la loi naturelle. L'idée de nécessité, les lois scientifiques exprimées de liens contraignant nécessairement la façon dont sont les choses dont-elles se déroulent. Elles nous indiquent ce qui est possible ou impossible. Deuxièmement, les idées de nécessité physique. Il ne s'agit pas de contraintes logiques. Ce rapport de nécessité ne sont pas connus a priori, mais sont découverts empiriquement par l'expérience plutôt que par le raisonnement. Il existait dans le monde. Troisièmement, l'idée de généralisation universelle. Ces contraintes s'appliquaient en tout temps et en tout lieu à tous les éléments concernés. Peut-on remettre en question ces aspects? Peut-être existe-t-il certaines lois qui ne s'appliquent que localement. C'est le cas de certaines lois historiques, comme loi du chute de corps à la surface de la terre de Galilée, mais on peut juger qu'il s'agit d'une certaine caractéristique temporaire. Et après tout, si la terre venait à perdre une partie de sa masse suite à une catastrophe cosmique, cette loi ne serait plus valable si on n'en est donc pas vraiment une. En fait, c'est surtout l'idée que les lois correspondant à des rapports de nécessité physique n'a pas toujours fait
l'unanimité, notamment parce qu'on peut se demander comment de tels rapports sérieux connaissables sur le fameux problème de l'induction soulevé par Hume. Ce n'est parce que le soleil se levait tout le matin jusqu'à présent que se lèvera demain. Le loi comme généralisation. Pour Hume, les lois scientifiques ne sont que des habitudes de l'esprit. Elles ne nous permettaient pas simplement de décrire certaines inégalités dans le phénomène. C'est ce qu'on appelle une conception humaine de loi naturelle. Le monde serait avant tout une mosaïque de faits disparaître et de lois sérieuses, donc un type de proposition permettant de généraliser le phénomène plutôt qu'une chose existant dans la nature. Le problème de cette thèse est que toutes les généralisations ne sont pas de loi. Par exemple, c'est une loi qu'aucun signal ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas une loi qu'aucun canard ne peut voler à 2000 km par heure, même si c'était effectivement le cas qu'aucun canard n'avait jamais volé, ne volait jamais à cette vitesse. Difficile donc de colter le fait que la loi prétendait faire plus que simplement généraliser le phénomène. Il existe certaines idées pour sauver cette thèse proposée notamment par le philosophe David Lewis, qui est la loi scientifique serait de généralisation particulière. Ce serait de généralisation optimale qui offrait le meilleur compromis entre force et simplicité qui permettait de rendre compte du maximum de phénomènes au minimum de principes, ce qu'on appelle le meilleur système. Cependant, il n'est pas certain que la notion de force, de simplicité, de meilleur compromis puisse être rendue objective et vraiment différenciée de manière non circulaire. Les lois de c'est qu'intuitivement on considère comme une généralisation accidentelle la vitesse du canard. Se pose notamment le problème de ce que Goldman appelait la projectibilité. Pourquoi certaines propriétés comme le fait d'être vert semblent être de bonnes candidates pour entrer dans des lois, mais pas d'autres comme la propriété bleue qui correspondrait aux objets verts avant l'an 2020 et bleu ensuite. On peut penser que c'est une question de simplicité, mais la propriété d'être vert peut être exprimée comme ce qui est bleu avant 2020 et bleu ensuite. Cet exemple qui peut sembler un peu tiré par les cheveux et que Goldman propose une solution exprime le fait que l'idée de simplicité ne coule pas forcément de source et qu'il n'est pas forcément évident de distinguer en principe ce qu'est une bonne généralisation. Les lois n'existent pas, le concept de loi. L'idée de meilleur système rencontre donc des difficultés en tout état de cause. Il semble que les lois ne se contentent pas de généraliser les faits actuels, passés au futur, mais qu'elle affirmer des choses sur ce qui est possible ou impossible au-delà de ces faits. Pour autant, nous n'avons pas expliqué qui nous permettait de véritablement connaître les lois, si bien qu'on pourrait penser qu'elles n'existaient simplement pas, que nous sommes dans l'erreur quand nous parlons de loi. On peut appuyer cet anti-réalisme sur le changement théorique, le fait ce qu'on croyait être de loi non sont plus selon les théories plus récentes. Ici, nous retrouvons le débat sur le réalisme évoqué dans le dernier billet. Et de la même façon, on peut faire valoir que le réalisme offre une bonne explication au succès des sciences. L'anti-réalisme à propos de loi s'apparentait atteint un nihilisme. Après tout, ce sont des lois de contraindre ce qui est possible ou non qui fondent la plupart de nos représentations, de nos actions et de nos jugements. Ne serait-ce que la persistance des objets de la vie quotidienne. Et puis, si les lois ne sont que des habitudes de l'esprit, comment t'expliquer qu'elles continuent de se vérifier sans cesse?
On peut donc plutôt chercher à avancer des explications pour justifier notre connaissance de loi. Peut-être percevons-nous directement des rapports de causalité à partir duquel nous extrapolons le problème au-delà de la question peut-être psychologique de savoir s'il est vrai que nous percevons directement des liens causaux et que les lois correspondaient à des idéalisations plutôt qu'à des choses directement observées. Par exemple, les lois de gravitation fonctionnaient pour décrire le phénomène si on part du principe que les forces électromagnétiques n'entraient pas en compte. Galilée lui-même a eu recours à un certain nombre d'idéalisations pour élaborer sa loi de la chute de corps, mais aucune loi n'est vraiment observable à l'état pur. Peut-être alors cherchons-nous à trouver les meilleures explications que l'on vérifie ensuite. C'est sans doute un peu simpliste, mais on pourrait penser par exemple que nous appliquons des schémas conceptuels, des cadres de loi possibles à partir desquels nous effectuons des inférences, la manipulation, l'intervention expérimentale semble également jouer un rôle important dans la mise en jour des liens de causalité qui existeraient dans le monde et pas seulement dans notre esprit. Tout ce peut être débattu, mais en tout état de cause, rendre compte de notre connaissance de loi n'est pas nécessairement insurmontable. Alors, quelles sont les lois? Certes, le problème de la nature fondamentale de loi n'est pas résolu pour autant, mais il existe plusieurs options pour les réalistes, exposant brièvement pour conclure. On peut par exemple adopter une forme de platonisme. Les lois existeraient en tant que telles de manière abstraite. Une version soutenue par le philosophe David Armstrong qui nous a quittés il y a quelques jours, quelques mois ou quelques années, considéré c'est-à-dire que les lois sérieuses des relations entre des entités abstraites que sont les universaux, qui correspondaient en gros aux propriétés, par exemple, le rouge. Il faudrait alors dire que quel type de relation on parle. Des relations de nécessité. Mais est-ce que ça éclaire vraiment les choses, des relations causales? Peut-être c'est la thèse d'Armstrong. Ceci ouvre toute une série de questions sur la causalité dont nous parlerons peut-être un jour. On peut aussi vouloir associer les lois à dispositions intensiées dans la réalité contenue dans les propriétés des objets particuliers. Par exemple, encore une fois, cette idée peut s'appuyer sur un rapport augmente avec la causalité et donc c'est subordonné à toutes les questions qui soulèvent cette notion. Enfin, en dernier recours, on peut faire de loi un élément primitif de la réalité, simplement inanalysable. Cette question n'est pas vraiment résolue, c'est tant qu'elle puisse l'être. Autant peut dire qu'ici nous sommes entrés de plein pied dans les eaux troubles de la métaphysique. Voilà notre intervention intitulée Les lois de la nature est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.